Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bienvenue à Buenos Aires Calcio, l'émission du jeudi, ce soir un petit peu plus tard que d'habitude, mais effectivement on va encore passer 30 minutes sur un sujet en particulier, en l'occurrence ce soir c'est la Super League. Merci à tous d'être dans les commentaires, merci d'être présents. Pourquoi est-ce qu'on va aborder la Super League? Alors effectivement, on peut se poser la question, parce que finalement c'est pas vraiment l'actualité, mais ça l'est tout de même. Pourquoi? Parce que sur Apple TV+, un reportage est sorti sur la Super League, et puis j'ai commencé à le regarder. Et ça m'a fait dire que j'avais envie d'en parler. Voilà. Pourquoi? Parce que ce reportage, alors je vous laisse le regarder, moi je vous donne mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, mais ce reportage est à charge. Très clairement, il y a quand même une vraie prise de parti pour l'UEFA et pour Ceferin. D'ailleurs, effectivement, il y a quand même... pas mal de plans où il est là et où il joue son rôle. Donc, quand on en est à jouer son rôle dans un documentaire, c'est que donc, a priori, le documentaire est pas trop défavorable à cette personne. Sinon, il l'aurait pas fait, je pense. Donc voilà. Donc effectivement, en tous les cas, voilà comment c'est traité. Et puis c'est aussi traité. Il faut savoir que Apple a acquis les droits de la MLS. Et je pense qu'ils vont communiquer un petit peu autour du football pour essayer de vendre un petit peu le football aux Nord-Américains. Donc voilà, donc ça fait partie de ça. D'ailleurs, ça commence, c'est vraiment très très axé sur les Nord-Américains. Pourquoi? Parce que en fait, ils expliquent les systèmes de relégation et de montée. Donc oui, effectivement, c'est sûr que c'est pas destiné à un public européen qui connaît le football. Donc voilà, un petit peu pourquoi est-ce que finalement j'ai voulu parler de la Super League, parce que effectivement c'est toujours la même chose. Finalement c'est un sujet, entre autres, il n'y a pas que celui-là, mais c'est un sujet qui n'est pas manichéen, très clairement, et effectivement il faut tout simplement se poser les bonnes questions, et j'aimerais qu'on traite en 30 minutes un petit peu le pourquoi de la Super League. Pourquoi est-ce que finalement on en est arrivé à la Super League? Qu'est-ce qui fait peur aux gros clubs? L'échec de la communication de la Super League, ça c'est la deuxième partie de mon sujet. Et moi, quel point de vue j'ai là-dessus et comment est-ce que je vois la Super League un petit peu dans tout ça? Donc voilà, bon déjà, c'est un peu comme tout. Je pense que, vous savez, dans toutes les enquêtes, quand il y a un meurtre ou quand il y a un crime, on se demande quel est le mobile. Et c'est toujours la même chose qu'il faut se poser dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les plus grands clubs européens, les 12 plus grands clubs européens, en sont venus un jour à proposer la Super League comme un espèce de putsch? Si on se pose bien la question, à la base, déjà, les clubs anglais n'étaient pas spécialement invités. A priori, c'était vraiment les clubs historiques, c'est-à-dire le Real, le Barça et la Juve, entre autres. Alors, et c'est pas les seuls clubs historiques, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le Barça, le Real et la Juve sont vraiment les instigateurs de ça. C'est rajouté derrière les deux gros clubs italiens qui vont bien, c'est-à-dire les deux clubs milanais. Et puis ensuite, effectivement, dans chaque championnat, ils ont essayé d'aller piocher. Ils ont proposé au Paris Saint-Germain, ils ont proposé au Bayern, etc. Et ils ont aussi proposé aux Anglais. Pourquoi est-ce qu'ils ont proposé aux Anglais? Ils ont proposé aux Anglais pour deux raisons. Parce que, première raison, les Anglais, en fait, ça pouvait être les seuls qui pouvaient les freiner, parce que économiquement, on va le voir d'ailleurs dans ma réflexion, ils n'ont pas besoin de la Super League, donc ils auraient très bien pu essayer de tout simplement ne pas y participer. Et puis la deuxième chose, c'est que les Anglais, si vous les faites intégrer une ligue privée comme ça, fermée, vous pouvez les contrôler. En fait, vous pouvez contrôler leur puissance. Donc pourquoi est-ce que ces trois clubs ont commencé, et puis même tous les clubs historiques ont commencé à parler de Super League? C'est qu'il y a deux choses qui les inquiètent très fortement. C'est qu'ils peuvent tout simplement perdre leur leadership sur le football européen à cause de
deux choses, les superpuissances économiques que sont les pays du Golfe, c'est-à-dire Manchester City et le Paris Saint-Germain et maintenant Newcastle. Alors excusez-moi. Oh là là. Donc voilà, c'est mon chat qui est passé en direct. Donc bref. Donc Manchester City, je reviens où est-ce que j'en étais. Manchester City et le Paris Saint-Germain et maintenant Newcastle, donc qui ont donc de superpuissance, des moyens illimités, et tous les clubs anglais qui eux aussi ont des moyens qui sont quasi illimités. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est des moyens quasi illimités? Parce que si on prend par exemple le dernier de Première Ligue, va prendre 3 fois plus d'argent que le champion de Serie A par exemple. Donc le champion de Serie A prend 40 millions d'euros s'il gagne la Serie A, comme droit télé, etc. Et le dernier de Première Ligue, lui, récolte 120 millions d'euros. Ça veut dire que, en gros, si vous êtes dans le top 10 du championnat d'Angleterre, personne ne peut vous égaler en termes de revenus. Impossible. C'est-à-dire que même des clubs comme, Leicester, qui va terminer dans le top 10, aura des moyens supérieurs quasi au Real Madrid. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que c'est effrayant en fait. Donc, alors je parle pas des super clubs du style Manchester City, Paris Saint-Germain et Newcastle, qui eux, revenus télé, pas revenus télé, revenus sponsoring, pas revenus sponsoring, ça les intéresse pas. Eux, en fait, ils ont absolument tous les moyens qu'ils veulent, et après, c'est juste des écritures comptables qui vont justifier leurs dépenses. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été plus ou moins sanctionnés. Et d'ailleurs qui se sont servis de la Super League, on va le voir aussi après. Donc en gros c'est un peu ça, c'est-à-dire que les revenus faramineux de la Première Ligue font en sorte que les gros clubs se disent en fait c'est terminé, on va pas pouvoir rivaliser, c'est impossible. Parce que l'Angleterre a ça de particulier qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que premièrement, la Première Ligue a très très bien travaillé, mais vraiment très très bien travaillé. Et donc ils ont réussi à vendre leurs droits télé à l'étranger des sommes faramineuses. Donc ça c'est la première chose. Et ça va être très compliqué pour les autres championnats d'atteindre ce genre de somme. Pourquoi ? Parce que ces gens-là payent très très cher déjà la Première Ligue et seront pas prêts à mettre aussi cher pour la Serie A, pour la Liga, pour la Bundesliga, pour la Ligue 1. Ni pour le championnat portugais, qui à mon sens devrait faire partie du top 5 réel sportif, mais n'est pas bien sûr dans le top 5 économique. Donc voilà. Mais effectivement, ces marchés-là, les marchés étrangers, ne peuvent pas acheter très cher la Première Ligue et acheter très cher le championnat d'Espagne et acheter très cher la Serie A et acheter très cher la Ligue 1, parce qu'en fait ils vont diluer leur audimat. Donc c'est soit ils ont payé très très cher la Première Ligue, soit jamais ils pourront sinon acheter un autre championnat, mais ça va être très très compliqué de dépasser la Première Ligue. Juste un petit avis, les Anglais ont surtout compris que mettre un Liverpool versus City à 13h30 est plus avantageux que de mettre un PSG Marseille à 21h. Je sais pas, je suis pas sûr de comprendre ton commentaire, mais si tu veux l'expliciter, n'hésite pas, parce que là je suis pas sûr. Mais en tous les cas, le truc c'est que déjà il y a ça. Et ensuite, de l'autre côté, il y a des fans anglais qui sont certainement les fans qui dépensent le plus, en fait, dans les 5 grands championnats. Ce sont des gens qui sont capables de payer, en tous les cas, qui sont pas capables. Alors oui, capables, ils sont capables, sinon ils le paieraient pas. Mais pour eux, c'est pas un problème d'avoir un abonnement annuel, on va dire, de très très cher à leur club. Et en plus de ça, acheter énormément de merchandising, très très cher aussi, et en plus de ça, de payer un abonnement pour voir les matchs, qui est aussi très très cher, parce qu'en Angleterre, l'abonnement, je crois qu'il est à 80 ou 100 pounds, donc on parle de pounds en plus, donc voilà.
Je veux dire que l'horaire des matchs est plus cool en Angleterre, genre tu peux aller au stade en famille. Ah oui, effectivement, ouais, tout à fait. Et puis en plus, ils retransmettent pas les matchs qui sont en multiplex, comme ça en fait ça favorise le déplacement dans les stades. Mais le déplacement dans les stades leur apporte énormément d'argent. Comme je le disais juste avant, les places sont excessivement chères en Angleterre, mais les gens, ça fait tellement partie de la culture et de leur vie qu'ils dépensent cet argent-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la Première Ligue, en gros, a réussi à générer des revenus qui sont maintenant exponentiels. Je crois que leurs droits télé sont à 4 milliards et demi. Quand la Serie A arrive péniblement à 1 milliard, la Ligue 1 est redescendue à 650 millions, la Bundesliga, elle, se maintient gentiment, mais les prévisions sont à la baisse, et la Liga, c'est la même chose, 1 milliard et quelques, mais ça stagne un petit peu. Donc effectivement, le gouffre est tellement énorme que maintenant, en fait, tous les clubs de Première Ligue ont les moyens d'acheter les plus grands joueurs. Et c'est-à-dire que dès que vous vous positionnez sur un joueur, si jamais il y a la moindre fuite, ils arrivent avec un carnet de chèques que personne ne peut égaler et c'est terminé. Donc forcément vous n'avez pas ce joueur-là. Donc il va forcément en Première Ligue. Donc le spectacle est meilleur en Première Ligue, etc., etc. Et plus le spectacle est mieux en Première Ligue avec les plus grandes stars, plus en fait le prix de la Première Ligue augmente. Et plus le prix de la Première Ligue augmente, plus les clubs de la Première Ligue ont des revenus. Donc, en gros, c'est un cercle vertueux pour les clubs anglais et vicieux pour tous les autres clubs, excepté les superpuissances, mais ils sont que deux. Ils sont tout seuls d'ailleurs, en dehors de la Première Ligue, donc le Paris Saint-Germain. Effectivement, le Paris Saint-Germain se fout totalement que la Première Ligue ait des moyens illimités, parce que, encore une fois, ce sont juste des écritures comptables. Et puis on va voir aussi ce que ça a donné, cette espèce de lutte intestine. Donc bref, ça c'est la genèse. Pourquoi est-ce que le Real, le Barça, la Juve, le Milan, l'Inter et probablement le Bayern qui s'est, alors lui, opposé pour un petit peu, comment dirais-je, ne pas se mettre à dos ses fans, et le Paris Saint-Germain aussi qui s'est opposé, mais pour d'autres raisons, c'est des raisons politiques à ça, et effectivement, c'est tous les autres clubs ont vraiment absolument plus un autre moyen que la Super League pour revenir dans le game. Alors la Super League, en plus, pour l'instant, ce n'est une menace. C'est absolument pas quelque chose qui existe, d'accord ? Pour l'instant, en tous les cas, c'est une menace, un moyen de pression sur l'UEFA pour que les revenus et l'encadrement des dépenses, ou en tous les cas les revenus, soient plus conséquents pour les clubs. Il faut savoir que l'UEFA, chaque année, c'est plus de 6 milliards de revenus, et que finalement, si on regarde bien, quand vous gagnez, et ça c'est la même chose, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quand vous gagnez la Ligue des Champions, je crois que vous touchez 150 millions d'euros. Donc, vous touchez 150 millions d'euros, vous allumez la télé, les spectateurs allument la télé parce que c'est le Real, parce que c'est le Bayern, parce que c'est le Milan, parce que c'est l'Inter, la Juve, le Barça, etc. Et vous ne touchez que 150 millions, ce qui est un tout petit peu plus que le dernier de Première Ligue. Donc même comme ça, en fait, c'est très compliqué de justifier en fait juste la Champions League comme elle est. D'accord ? Ces joueurs-là, il faut savoir que pour rester compétitifs, ils sont obligés de payer des joueurs des prix astronomiques. Donc c'est très compliqué d'exister à côté de la Première Ligue et des superpuissances. Voilà un petit peu le mobile, en tous les cas, de la Super League. Ils utilisent ensuite la Super League pour faire pression, pour pouvoir renégocier les revenus. Et de l'autre côté, il y a les superpuissances, les pays, les clubs superpuissances, donc le Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle, qui eux disent, alors surtout le Paris Saint-Germain, qui lui s'est servi de la Première Ligue de la Super League pour pouvoir en fait se rabibocher et devenir un petit peu le sauveur de l'UEFA. En disant, je m'oppose absolument à ça, je suis avec l'UEFA, etc. D'ailleurs, on l'a vu, Nasser Al-Khelaifi est devenu président de l'ECA, qui était
historiquement l'organe qui s'opposait à la FIFA, pas qui s'opposait, mais en tous les cas qui faisait un espèce de contre-lobbying de la FIFA pour pouvoir renégocier en faveur des clubs. Donc là, carrément, c'est Nasser El Khelaifi. Et depuis cette histoire de Super League, il n'y a plus d'histoire de fair play financier pour le Paris Saint-Germain. Ça a disparu. Paris peut faire strictement ce qu'il veut sur le marché des transferts. Alors, je ne parle même pas de Chelsea, de Manchester City, Newcastle, etc. Ils font strictement ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soutenu l'UEFA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les clubs anglais sont ceux qui ont fait, en fait, qui ont lancé l'espèce de fronde en réaction à la réaction de leurs fans. Les fans l'ont très très mal pris. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça. Tous les clubs anglais et le Paris Saint-Germain sont exemptés de fair play financier. D'ailleurs, vous le voyez, je vous dis encore une fois, Chelsea, depuis le mois de septembre, a dépensé 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ça pour être 10e ou 11e de Première Ligue, mais peu importe en fait, ils auront suffisamment de revenus et de toute façon l'UEFA fermera les yeux sur les dépenses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été soutenus par ces clubs anglais. Donc le truc, c'est qu'en plus, le gouffre s'est creusé pour les clubs historiques parce que l'espèce de putsch qu'ils ont voulu faire avec la Super League, en fait, a creusé cet écart parce que maintenant, les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle. C'est terminé. Donc, voilà un petit peu la résultante. Alors, pourquoi est-ce que, effectivement, les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle et que l'UEFA a... Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Ma caméra fait un peu des siennes, je suis désolé. Voilà, c'est bon. Donc, pourquoi est-ce que les clubs anglais n'ont plus aucun contrôle ? Tout simplement parce que la communication de la Super League a été catastrophique. En fait, ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment, et la seule chose qui a été faite, c'était en fait expliquer que ils voulaient une ligue fermée, etc. Je ne sais pas qui est le conseiller communication de la Super League, mais c'est certainement le mec le plus nul, ou la fille d'ailleurs, mais la personne la plus nulle en communication que le monde du football ait connue. Très honnêtement, c'est vraiment, effectivement, tout ça pour être 11e du championnat, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est la personne la plus nulle en communication que le football ait connue. En fait, au lieu de dire, nous, on revendique plus de revenus parce que c'est nous qui générons ces revenus. Les inégalités se creusent entre les championnats et les clubs et on veut, lors d'une création d'une ligue fermée, réellement encadrer les dépenses et les revenus, etc., etc., c'est-à-dire justifier les choses de façon positive. En fait, ils ont juste parlé, et l'UEFA a très bien manœuvré d'ailleurs, ils ont juste parlé de cette ligue fermée où 12 clubs décident d'être tout le temps qualifiés. Et ça, c'était l'erreur la plus, on va dire, fatale à cette Super League. Donc, en gros, le truc, c'est que, effectivement, si vous voulez encadrer les dépenses et faire un réel fair play financier, parce qu'on l'a vu, le fair play financier, dès qu'on l'amène devant la justice civile, en fait, il ne tient pas. Dès que les clubs vont devant le tribunal arbitral du sport, en fait, les décisions sont cassées parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'investir dans sa société. Tout simplement, c'est pas possible, d'accord ? J'ai le droit, même si ma société fait faillite, d'investir tout mon argent dans ma société. C'est mon problème. Ça regarde personne, en fait. Qui va m'expliquer que j'ai pas le droit de faire d'investissement ? Et en gros, c'est ce que disait l'UEFA avec le fair play financier. Vous n'avez pas le droit de faire d'investissement. Donc, c'est pas possible d'encadrer les dépenses et le salary cap. C'est impossible, c'est contraire au droit civil. Donc, la seule façon d'encadrer le salary cap et le fair play financier, et les revenus, pardon, c'est de le faire au sein d'une société privée. Donc, cette société privée, effectivement, ça serait la Super League. Cette Super League, si vous voulez intégrer ce championnat privé, il faudra signer une charte, forcément, c'est-à-dire un espèce de règlement intérieur. À partir du moment où c'est une société privée qui signe un règlement intérieur avec une autre société privée, alors là, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, si vous voulez participer à ma ligue, les règles, c'est ça.
Parce que c'est une société privée qui vous garantit des revenus, mais des revenus dans un certain cadre juridique de participation où il y a ça, ça et ça. Alors là, effectivement, on pourrait dire, par exemple, que le salary cap, je ne sais pas, doit représenter pas plus de 500 millions. Je dis n'importe quoi, mais voilà, 500 millions. Que les revenus garantis sont de temps et qu'il y a tant de revenus qui seront indexés sur les performances, et que, en revanche, pour y participer, vous devez vous qualifier par le biais d'une performance sportive dans les championnats. Et ça, c'est faisable, en fait. Il n'y a pas de choses qui sont infaisables. Alors attends, Forza You. Cette Super League aurait été tellement cool, car en Ligue des Champions, les phases de groupe, c'est relou. Tu te tapes parfois de ces matchs où il faut vraiment être fan de ton club pour les voir. Effectivement, c'est vrai. Alors peut-être que la Super League, ça dépend du format. En tous les cas, le premier format qu'ils avaient donné était plutôt intéressant. Il faut savoir que la Super League ne voulait pas se substituer au championnat. Ils voulaient juste générer plus de revenus en direct, c'est-à-dire avec moins d'intermédiaires. Donc, il n'y avait pas forcément plus de matchs qu'en Ligue des Champions. Donc, le but était vraiment d'encadrer dans une société privée les dépenses des clubs et de garantir des revenus plus conséquents pour tous les clubs. Et comme ça, en fait, avoir une compétition un petit peu plus juste pour l'ensemble des gros clubs. Oui, bien sûr, c'est sûr que si, on va dire, vous partez au début en disant, bah voilà, la première année, on va inviter des clubs. Et puis ensuite, c'est en fonction des performances sportives dans les championnats que vous allez être intégré. Si la première année, tous ces gros clubs, ils prennent tous 450 millions d'euros, minimum, c'est ce qu'ils disaient, plus une indexation en termes par rapport aux résultats, bah, c'est clair que la saison suivante, ils auront des recrutements qui seront bien plus conséquents et qui feront encore plus de différence par rapport aux autres clubs des autres championnats. Mais bon, on l'a vu souvent dans le football, il y a des surprises. C'est pas parce que vous avez la meilleure équipe que vous gagnez tout le temps. Donc il aurait pu y avoir de temps en temps des clubs un petit peu plus on va dire modestes qui participent à cette Super League. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Je pense sincèrement que la communication a été terrible, que le fait que s'il n'y ait pas de qualification par le biais d'événements sportifs, c'est terrible, et le fait que à la fin, l'UEFA s'en sorte comme le sauveur du football. C'est terrifiant, hein. Franchement, c'est terrifiant. Je pense sincèrement que l'UEFA est une institution un petit peu, on va dire, qui profite énormément du football, mais qui lui rend pas grand-chose. Que les clubs anglais et les clubs comme le Paris Saint-Germain soient sortis, on va dire, renforcés de cette crise. Que le Bayern Munich, qui est en train de se faire manger par tout le monde, et je pense sincèrement qu'ils n'ont pas encore pris la mesure du problème, va se faire écraser et rouler dessus par tous les clubs anglais et le Paris Saint-Germain dans le futur. Et je pense qu'avant qu'ils voient une Ligue des Champions, il va se passer du temps. Alors, sauf si c'est cette année, parce qu'ils ont encore une équipe compétitive, mais très rapidement, ça va disparaître. Bah, en fait, effectivement, c'est très très triste ce qui s'est passé. Et juste pour un problème de communication, en fait, de présentation d'un projet qui n'a pas été bien ficelé, ils n'ont pas mesuré l'impact qu'allait avoir la non-qualification par le biais sportif. En fait, ils ont sacrifié l'avenir du football à la Première Ligue. Parce que je vous annonce tout de suite, et je vous le dis tout de suite, on en reparle d'ici 3 ans, 5 ans. Dans 3 à 5 ans, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de réforme profonde de la gestion des clubs et des revenus et de l'encadrement du fair play, enfin du salary cap, en fait, bah, en 8e de finale de Ligue des Champions, ou en tous les cas en quart de finale de Ligue des Champions, je vous l'annonce, il y aura 7 clubs anglais et le Paris Saint-Germain. Et c'est sûr et certain. C'est-à-dire que là, on est en 2023, je vous dis qu'en 2028, si on en reparle, il y aura 7 clubs anglais et le Paris Saint-Germain. C'est comme ça. Alors,
Pour l'instant, il dit il y en a que 4 qui sont qualifiés, mais bon, certainement que celui qui gagnera la Ligue des Champions sera qualifié d'office et ce sera un club anglais. Celui qui gagnera l'Europa League sera qualifié d'office et ce sera probablement un club anglais. Plus les 4, en gros, alors je dis 7 et 1, en fait ce sera 6 et 1. Mais oui, effectivement, les clubs anglais vont écraser le football et ce, pour des décennies et des décennies. C'est-à-dire que là, le creux financier entre les championnats est tellement impressionnant que plus jamais, ou de façon complètement sporadique, on aura une surprise. Donc voilà. En gros, on aura 2 premières ligues, sauf qu'il y aura une première ligue à 5 ou 6, et puis une première ligue à 20. Donc voilà, mais ce sera 2 premières ligues, parce qu'on saura exactement, on saura qui va gagner la Ligue des Champions, en tous les cas, quel pays. Ce sera soit la France, soit l'Angleterre. Et encore, tant que les Qataris sont engagés dans le Paris Saint-Germain, parce que ça y est, la Coupe du Monde est passée, ils ont eu leurs 2 stars en finale, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, leur pays existe. Donc voilà, enfin leur pays existe aux yeux du monde, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, donc un petit retour. Donc d'ailleurs, leur nouveau format de Ligue des Champions, je l'ai toujours pas compris. Effectivement, il est un peu alambiqué. S'ils font ça, très honnêtement, à partir du 4e match de leur espèce de championnat, mini championnat là, c'est terminé. Il y a plus un match qui est intéressant, si j'ai bien compris. Et on le voit à Marseille, on galère pour prendre un joueur, alors que Nottingham, ils te font 24 transferts. Oui, tout à l'heure, je discutais avec un ami, et il me disait, je sais pas si tu te souviens de la réaction de Antonetti, pardon, rien à voir, Ancelotti, Antonetti, pas du tout le même genre. Mais donc de Antonetti, qui disait il n'est pas normal que le 17e de Première Ligue puisse acheter le meilleur joueur du 5e du championnat de France. Et oui, à l'époque, il était entraîneur de Rennes, et le 5e du championnat de France n'avait pas pu garder son meilleur joueur, il me semble que c'était Sarr ou un truc dans le genre à l'époque, parce que le 17e ou le 18e, non pas le 18e, le 15e, enfin il était resté en Première Ligue, avait acheté le meilleur joueur de Rennes. Donc effectivement, et ça c'était il y a déjà quelques années. Maintenant, très clairement, vous voulez aller rivaliser avec Leeds, oubliez, vous pouvez pas le faire. Mais même limite, quand vous êtes le Barça et le Real, vous pouvez pas le faire. La seule chose que vous avez en plus de Leeds, c'est l'attirance, on va dire, parce que c'est un grand club, parce que etc. Mais financièrement, si Leeds veut ce club, ce joueur, il l'aura. Donc voilà, moi en tous les cas je suis inquiet pour le football européen, et je suis, on va dire, c'est pas une question d'être pro Première Ligue ou pas, je dis juste que l'UEFA n'a pas les moyens, ne veut pas, la soupe est trop bonne pour réellement encadrer le football et faire en sorte qu'il soit un petit peu plus juste entre les gros clubs. Et les gros clubs ont tout à fait le droit, je trouve, de réclamer l'argent qu'il aurait dû, parce que c'est pour eux qu'on allume la télé. On n'allume pas la télé pour un, je sais pas, j'étais à Bucarest, Atalanta, désolé Joël cité là, mais on n'allume pas la télé pour ça, on allume la télé pour un Real, je sais pas, Juventus par exemple, on allume la télé pour un Manchester United contre le Bayern Munich. Voilà pourquoi est-ce qu'on allume la télé. La plupart des gens, je parle, en tout cas moi. donc voilà. Voilà, en tous les cas, c'était mon point de vue sur la Première Ligue. Je voulais un petit peu recadrer les choses parce que je pense pas que l'UEFA a sauvé le football. Je pense juste que la Première Ligue est en train de le tuer, et que les États souverains propriétaires de clubs sont aussi en train de tuer le football. Et en l'occurrence, je pense qu'il faut faire quelque chose. Alors la Première Ligue, la Super League n'était peut-être pas bien présentée ou bien née, mais je pense que finalement, c'est quand même une bonne solution. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Twitter, à écouter les podcasts sur Apple Podcast, et puis toutes les plateformes de streaming, et puis n'hésitez pas aussi à me noter sur les différentes plateformes de stream. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, on se revoit lundi pour un autre sujet. Le week-end de foot européen va être palpitant, donc je suis sûr qu'on aura un sujet croustillant. Allez, merci, ciao les gars, ciao.